Chers amis, je dois commencer par un avertissement, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour les âmes sensibles. À mes spectateurs réguliers et abonnés de longue date, je vous suis sincèrement reconnaissant, et je suis désolé, mais le contenu d'aujourd'hui va être extrêmement dur. Certains détails peuvent être profondément dérangeants, voire physiquement répugnants, sans parler du malaise psychologique qu'il est impossible d'effacer de la mémoire. Aujourd'hui, je vais parler des mécanismes internes ignobles et pervers d'une secte totalitaire qui a étendu ses tentacules dans pratiquement tous les secteurs de la société dans de nombreux pays civilisés. Les membres de cette secte ne sont pas des adeptes naïfs ou des gens ordinaires trompés pour rejoindre un mouvement, comme on nous pousse souvent à l'imaginer. Au contraire, ce sont des individus bien préparés, souvent riches et socialement actifs, des gens issus des forces de l'ordre, de la politique, des grandes entreprises, des institutions religieuses et des médias de masse. Il s'agit d'une organisation soudée, orientée vers un but précis, avec une hiérarchie stricte et une stratégie claire. Je vais vous en dire plus, certains d'entre eux sont vos prêtres, vos députés et vos agents des services de renseignement. Ceux qui prononcent des sermons, rédigent des lois et sont censés vous protéger. Ceux qui ont accès au code nucléaire et murmurent des conseils à l'oreille des chefs d'État. Et ces gens-là ne sont pas simplement tombés dans la saleté, c'est réellement un marécage pestilentiel, tellement répugnant et éloigné de toute norme morale qu'il est difficile de qualifier ce qui s'y passe de simplement humain. Ce que je m'apprête à révéler implique des rituels d'initiation extrêmement humiliants qui lient ces individus entre eux. Ce n'est pas dans mon style de fouiller dans le linge sale, et cette vidéo ne vise pas à courir après les potins ou les scandales pour faire le buzz. Honnêtement, j'ai moi-même trouvé les détails esséurants, mais je ne pouvais pas les ignorer car c'est justement dans ces détails que se cache quelque chose d'essentiel, la fondation de la hiérarchie interne de cette secte. Voici leur secret le plus profond, un mécanisme de contrôle occulte qui leur permet de tenir en laisse même les figures les plus puissantes du gouvernement. Cette information est stratégiquement importante pour tous ceux qui essaient de s'opposer à ces maniaques et sadiques qui ont déjà détruit tant de vies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je veux partager une nouvelle, quelque chose qui a rendu cette vidéo possible. Ceux d'entre vous qui suivent mon travail savent que mon équipe et moi menons une enquête approfondie et indépendante sur les activités d'un groupe extrêmement dangereux. C'est ce même groupe dont nous allons parler aujourd'hui. Ils se présentent comme des combattants contre les sectes et les cultes, comme des activistes anti-cultes, mais en réalité, ils présentent eux-mêmes tous les traits d'une secte totalitaire radicale, hiérarchie rigide, contrôle total, et soumission absolue à leur leader. Le noyau de ce réseau se trouve en Russie et est représenté par l'organisation Rassir, ainsi que par le Centre d'études religieuses au nom du saint martyr Irénée de Lyon, dirigé par le célèbre sectologue Alexandre Dvorkin. Il a formé autour de lui un réseau d'adeptes fidèles parmi les anticultistes, les journalistes et d'autres relais de son agenda, non seulement en Russie, mais aussi en Ukraine, ainsi que dans mon pays natal, la République tchèque, en Slovaquie, en France, en Allemagne, et même aux États-Unis.
Sous la direction de son chef de longue date, ce groupe organise et mène des activités destructrices et extrémistes depuis plus de 30 ans. Au cours de cette période, ils ont réussi non seulement à infiltrer profondément les institutions religieuses et étatiques de Russie, mais aussi à construire un puissant réseau d'influence à l'intérieur du pays et à l'étranger. Cela a déjà conduit à l'émergence d'une machine répressive à grande échelle qui écrase des vies humaines dans toute la Russie. J'ai déjà parlé de Dvorkin et de son organisation à plusieurs reprises dans mes vidéos. Je recommande vivement de regarder l'épisode intitulé « Docteur Maléfique le plus grand génie », il vous donnera une image complète de qui est cet homme et de ce qu'il cherche réellement. Cette vidéo explore en profondeur son profil psychologique, les tactiques de manipulation qu'il utilise, et ses ambitions à long terme. Passons maintenant à la nouvelle en tant que telle. Grâce à nos efforts constants pour exposer Dvorkin et sa secte, nous avons réussi à attirer l'attention de l'un des groupes de journalisme d'investigation internationaux les plus respectés au monde. Une équipe connue pour toute une série de révélations retentissantes qui ont changé le cours des événements dans diverses régions du monde. Leur compréhension de l'ampleur et de la gravité de la menace posée par le réseau anticulte les a amenés à se joindre à notre enquête, ce qui a considérablement accéléré le processus de collecte et d'analyse des preuves. Je suis fier d'annoncer que nous travaillons désormais aux côtés de professionnels de tout premier plan. Leur expérience, leurs outils et leurs ressources nous permettent d'approfondir nos recherches, de découvrir de nouveaux liens et de vérifier les informations précédemment obtenues afin de comprendre pleinement l'ampleur de ce qui se passe. Grâce à leur participation, notre enquête a atteint un tout nouveau niveau, et nous constatons déjà des résultats, comme l'ont montré les développements récents. Tout cela donne un véritable espoir que la justice puisse enfin prévaloir. Et surtout, leur présence a encouragé certains anciens membres de la secte de Dvorkin à commencer à se manifester, à s'ouvrir peu à peu et à partager des informations précieuses. Ils nous aident à comprendre comment ce système fonctionne de l'intérieur, en fournissant des témoignages directs sur ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Pour l'instant, nous ne pouvons pas rendre publiques toutes leurs déclarations ni les communications divulguées, afin de garantir leur sécurité, car la secte de Dvorkin comprend encore des figures influentes non seulement en Russie, mais aussi dans plusieurs autres pays. Cependant, j'ai inclus dans la vidéo d'aujourd'hui certains éléments clés de ces témoignages, juste ce qu'il faut pour qu'il soit clair à quoi nous avons affaire. Avec le temps, vous en saurez davantage. Ce que je vais partager aujourd'hui suffira déjà à faire réfléchir de nombreuses personnes à tous les niveaux de la société. Mais ce n'est même pas la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que le début. Je pense que, dans un avenir proche, nous assisterons à une vague de révélations majeures. Au premier abord, elles pourraient sembler être des événements séparés et sans lien. Mais en réalité, ce sont toutes des pièces d'un même puzzle, et bientôt vous verrez comment elles s'assemblent. Tout ce que je m'apprête à révéler fait partie d'une réalité documentée et une réalité qui existe parallèlement à notre vie quotidienne, mais dissimulée derrière les portes polies des bureaux, les amphithéâtres universitaires, les cabinets politiques et les discours nobles des soi-disant personnalités respectées. Pour être honnête, je pensais que plus rien ne pouvait me choquer. Je croyais avoir déjà vu les abysses les plus sombres de cette secte. Mais ensuite, Dvorkin a frappé d'encore plus bas. Pour comprendre pleinement jusqu'où cela va, et pour mieux ressentir le contraste, laissez-moi vous rappeler qui est réellement cet homme.
Alexandre Dvorkin est professeur de sectologie, responsable d'un département entier de missiologie. C'est lui qui a inventé le terme de secte destructrice totalitaire et en a défini les principales caractéristiques. Cela fait des années qu'il est présenté comme un combattant intransigeant contre les sectes et cultes dangereux, quelqu'un qui, soi-disant, se soucie de la sécurité publique. Son nom est bien connu, il est cité dans les médias, invité sur les chaînes de télévision nationales en tant qu'expert, loué par l'Église, et invité par le FSB pour donner des conférences. Il est membre de conseils d'experts gouvernementaux, il est consulté lors de la rédaction de nouvelles lois et intégré au groupe de travail pour leur mise en œuvre. Il donne des cours aux étudiants, transmet sa soi-disant expérience et sa morale à la jeune génération, et dans l'église où il est servant d'autel, il sort en soutane devant les fidèles pour parler de la pureté de la foi et de la moralité. Cependant, une fois les caméras éteintes et les portes fermées, c'est une toute autre histoire qui commence, celle que les sources officielles préfèrent ignorer, même si l'information se propage déjà rapidement sur les réseaux sociaux. Il y a quelque temps, des témoignages vidéo sont apparus en ligne, de personnes affirmant avoir subi des abus de la part d'Alexandre Dvorkin. Après avoir vu ces images, il est difficile de ne pas réprimer un haut-le-cœur. Imaginez un homme qui donne un cours à l'université le matin. Sa chemise est parfaitement repassée, ses lunettes brillent, sa barbe est soigneusement peignée, et il a dans sa poche un mouchoir frais, amidonné. Il parle aux étudiants des dangers des sectes, de la manière dont les sectes détruisent les familles, du fait que les membres de sectes sont une menace pour la société, de potentiels maniaques, meurtriers et trafiquants de drogue. Il parle de son propre combat héroïque de 30 ans contre ces tumeurs cancéreuses sur le corps de la société. Mais une fois les portes de la salle de classe fermées, il s'essuie la bouche avec ce même mouchoir, et soudain, il devient marron. Dvorkin l'a brisé et, après quelques mois, ses parents ont été libérés. Un ami m'a raconté plus tard ce que cela lui avait coûté. Il m'a raconté ce que Dvorkin lui avait fait faire. Cela fait quelques années maintenant, mais même aujourd'hui, il est difficile d'en parler. Il l'a forcé à avoir des relations sexuelles, lui a fait manger sa merde et a pris plaisir à la manger lui-même. D'après mon ami, c'est ce qui excitait le plus le professeur et il jouissait exactement alors qu'il mangeait les excréments. Et si mon ami avait des excréments liquides pendant leur jeu sexuel, le professeur jurait beaucoup et accusait mon ami de ruiner son buzz. Après ces rencontres, mon ami vomissait constamment. Ensuite, ce même homme, après avoir terminé sa conférence, se change et se précipite à l'église. D'après l'horaire, c'est l'heure de son sermon. Il porte maintenant une robe brodée de fil d'or. Un sermon. De la compassion. Du pardon. Tout semble en ordre et empreint de grâce, comme il se doit. Mais derrière l'autel, c'est une toute autre histoire. Si quelqu'un dans l'église sur qui Dvorkin avait jeté son dévolu s'opposait à ses perversions, à son homosexualité et à sa consommation d'excréments, il était simplement expulsé ou privé de son ministère. Si vous avez l'estomac solide, je vous recommande vivement de regarder les deux témoignages dans leur intégralité, ils sont accessibles au public. C'est vraiment la seule manière de comprendre pleinement la réalité de ce qui se passe. C'est un choc pour moi de réaliser que les sermons d'Alexandre Dvorkin sont prononcés dans des temples, qu'il parle de morale et de foi. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Un manipulateur, un sadique, un pédophile et un coprophile se tient derrière l'autel, une croix sur la poitrine, et prêche au sujet de Jésus-Christ, alors que quelque part, parmi la foule des fidèles, se trouvent ces victimes silencieuses. Des personnes qui doivent maintenant vivre avec des traumatismes psychologiques pour le reste de leur vie. Et pourtant, Dvorkin est l'homme dont le nom a été pratiquement sanctifié sur les plateformes orthodoxes russes, salué comme un serviteur de l'Église et de la vérité, combattant les soi-disant sectes dangereuses au nom de la préservation de la foi pure.
Cependant, les témoignages de ces victimes, qui sont apparus dans le domaine public, dressent un portrait complètement différent, et ce qui entoure Dworkin, comme vous le savez désormais, ce n'est pas l'odeur de l'encens, mais une puanteur telle qu'il est difficile de retenir un haut le cœur. Vous savez, après avoir entendu cela, une seule chose me vient à l'esprit. J'ai juste envie de dire à Dworkin, Alexandre, enlève ta soutane ou arrête de manger de la merde. Je m'excuse pour la dureté de mes mots, mais il est difficile de contenir mes émotions face à de telles choses. Vous savez, compte tenu des diagnostics psychiatriques confirmés de Dworkin, il n'est pas si surprenant que la coprophilie ait fini par s'ajouter à cette liste elle aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, permettez-moi de l'expliquer un peu. La coprophilie est un trouble psychosexuel dans lequel une personne éprouve de l'excitation sexuelle ou une satisfaction en lien avec les excréments, que ce soit par leur apparence, leur odeur ou les actions qui y sont associées. D'après les témoignages de ces victimes, dans le cas de Dworkin, cette déviation a pris une forme particulière, il atteint la satisfaction sexuelle exclusivement dans des situations de consommation mutuelle d'excréments avec son partenaire, c'est-à-dire lorsque son partenaire mange ses excréments à sa demande, ou lorsque lui-même mange ceux de son partenaire. Les psychologues relient souvent de tels comportements à des conflits internes profonds. Dans de nombreux cas, ils trouvent leur origine dans des traumatismes vécus durant la petite enfance, des schémas d'association perturbés, ou des bouleversements psychologiques sévères survenant à des étapes clés du développement de la personnalité. Il est tout à fait possible que quelque chose de traumatisant soit arrivé à Dworkin lorsqu'il était jeune, je ne me hasarderai pas à dire quoi exactement. Mais dans la psychanalyse classique, on considère que de telles déviations peuvent prendre racine dans les toutes premières phases du développement, aux alentours de 1,5 à 3 ans, période durant laquelle se forment les mécanismes de base liés au contrôle et à la perception des limites et des interdits. Cette théorie s'accorde bien avec les observations des spécialistes modernes, qui notent que les personnes souffrant de ce type de troubles sont généralement obsédées par deux choses, un désir compulsif de briser les tabous sociaux et un besoin pathologique de contrôler d'autres personnes. C'est la seule façon pour elles de sentir leur importance et leur influence. Si l'on tient compte de la cyclothymie officiellement diagnostiquée chez Dworkin, une forme de psychose maniaco-dépressive, du développement pathologique de la personnalité et de l'infantilisme psychophysique, son cheminement vers une forme aussi extrême de contrôle devient psychologiquement explicable. La personnalité infantile aux limites perturbées et aux épisodes maniaques cherche à affirmer son pouvoir de la manière la plus humiliante possible pour les autres. Il s'agit d'un cas classique de compensation d'une infériorité sous-jacente par une domination totale. Et tout cela resterait une affaire purement personnelle et un problème médical de Dworkin lui-même. Mais le problème est qu'il oblige d'autres personnes sans défense, y compris des enfants, à le faire, en utilisant les moyens de pression et d'intimidation dont ils disposent. En fait, il s'agit d'un sadique qui tyrannise méthodiquement les gens et ruine impitoyablement leur vie. Il n'y a aucune excuse pour lui. Si nous considérons toutes les activités publiques de Dworkin à travers le prisme de ses caractéristiques psychologiques, de ses diagnostics connus et de ses propensions à la coprophilie, il devient évident que sa pathologie intérieure se reflète dans toutes ses actions. Se couvrant de la rhétorique du « nettoyage de la société des sectes dangereuses », il souille et empoisonne en fait tout ce qui l'entoure. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément Dworkin qui a inventé et activement utilisé comme une arme l'étiquette de « secte totalitaire destructrice » pour qualifier quiconque ose penser de manière critique ou indépendante.
Dworkin et ses partisans parmi les activistes anticultes et certains journalistes inondent régulièrement l'espace médiatique de contenus ouvertement diffamatoires et diabolisants, visant à discréditer des citoyens honnêtes et respectueux des lois. Leur stratégie médiatique est conçue pour humilier leurs cibles de la manière la plus publique et la plus cruelle possible. Leur méthode inclut toujours les tactiques les plus basses et les plus sales, attaques personnelles, scandales sexuels fabriqués, et accusations sans fondement de crimes graves. Ils utilisent délibérément des étiquettes émotionnellement chargées qui contournent la pensée critique et s'impriment dans l'esprit des gens des termes comme suicide, trafic de drogue, viol et pédophilie. Au début, ils présentent ces idées comme des hypothèses, peut-être, probablement, mais après seulement quelques articles, en se citant les uns les autres, ils commencent à les présenter comme des faits incontestables. Et bien sûr, personne ne se donne la peine de remonter jusqu'à l'origine du mensonge. Les articles qu'ils produisent, désolé, je ne peux tout simplement pas appeler cela du journalisme, suivent toujours la même formule toxique, zéro preuve, beaucoup de manipulation émotionnelle, et des mots-clés agressifs et répugnants comme secte, culte, lavage de cerveau et contrôle mental. Ceux qui ont déjà lu de telles publications diabolisantes des anticultistes savent qu'elles laissent toutes le même arrière-goût et séhurant caractéristique, comme de la saleté habillée sous forme d'articles analytiques. Les faits sont déformés, sortis de leur contexte, et lorsqu'il n'y a rien de compromettant à creuser, ils inventent simplement des accusations. Leur gourou, Dworkin désigne une nouvelle cible, lance une nouvelle vague de calomnies, et ses adeptes fidèles s'en emparent aussitôt, enjolivant l'histoire avec de nouveaux détails qui n'existent que dans leur imagination. Ils comptent sur le fait que la plupart des gens ne prendront pas la peine de vérifier les faits face à ce flot ininterrompu de mensonges et d'affirmations délirantes qu'ils diffusent. Toute cette stratégie vise à détruire des réputations et à traîner des gens honnêtes dans la boue. C'est presque poétique, d'une manière malsaine, ce qui est à l'intérieur de Dworkin, c'est exactement ce qu'il déverse à l'extérieur. Sans honte, sans conscience, sans principes moraux. Cela devient absurde, de fausses expertises rédigées par les partisans de Dworkin, s'appuyant souvent sur des articles calomnieux qu'ils ont eux-mêmes écrits, sont utilisés comme preuves pour fabriquer des affaires pénales et des accusations d'extrémisme. Et pour rendre le tout légal, ils font pression pour faire adopter de nouvelles lois qui étendent leur pouvoir et leur contrôle. À travers cette campagne, Dworkin et ses partisans détruisent littéralement des vies humaines, brisent les gens psychologiquement, anéantissent des réputations, ruinent des carrières, et sabotent le destin de citoyens honnêtes. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas, vous vous trompez lourdement. Il y a de fortes chances que vous soyez déjà sur la liste de Dworkin des sectaires. Il suffit de pratiquer le yoga, de s'intéresser à la médecine alternative, de croire à l'astrologie, ou simplement d'avoir des opinions qui diffèrent de son modèle religieux rigide, et dans sa vision du monde, cela fait de vous un élément potentiellement dangereux qu'il faut, selon lui, isoler de la société. Mais cela ne s'arrête pas là. Dworkin ne se limite pas à son influence médiatique. Il donne régulièrement des conférences à des prêtres, à des agents du FSB et à des unités de lutte contre l'extrémisme. Il apparaît sur des blogs populaires en tant que prétendu expert. Et partout où il va, il diffuse son idéologie toxique, apprenant aux autres à craindre, mépriser et haïr ceux qu'il qualifie lui-même de sectaires dangereux.
Ses mensonges et sa rhétorique empoisonnée infiltrent chaque couche de la société, comme s'il était en mission pour souiller tout ce qu'il touche avec ses excréments. À Vologda, il affirme que les néo-pentecôtistes sont « l'une des menaces les plus terrifiantes pour le monde ». À Tcheliabinsk, il qualifie les Mormons de « sociétés commerciales travaillant pour la CIA », autrement dit, des espions dangereux dont il faut se débarrasser. À Khabarovsk, il enseigne comment débattre avec les sectaires, car, selon lui, toutes les sectes sont des faux. Lors d'un séminaire en Bulgarie, Dworkin déclare catégoriquement « Les enfants dans les sectes sont des otages, des objets d'exploitation et des cibles d'abus sexuels ». Pas une seule preuve, aucun fait, seulement des déclarations tonitruantes incitant à la panique et à la haine. Cela paraît d'autant plus absurde venant de quelqu'un qui, selon les témoignages de ses victimes, est lui-même pédophile. En réalité, le pédophile accuse publiquement et sans fondement des innocents des crimes qu'il a lui-même commis. C'est la forme ultime de l'hypocrisie. Cependant, son activité destructrice ne se limite pas à des accusations isolées. Toute personne qui, selon sa définition pseudo-experte, tombe sous l'étiquette de « cultiste » ou de « sectaire » est désignée comme devant être éliminée, car il les compare à une tumeur cancéreuse sur le corps de la société. Les parallèles sont frappants avec des époques où des groupes entiers de personnes étaient qualifiés de « sous-hommes » ou de « parasites », afin de justifier leur persécution et leur extermination physique. Quelles sont les conséquences d'une telle rhétorique déshumanisante de la part de Dworkin ? Ces paroles sont comme des étincelles dans de l'herbe sèche, allumant une haine qui déborde en effusion de sang. Des incendies criminels visant des lieux de prière, des passages à tabac de croyants n'appartenant pas à la religion dominante du pays, le harcèlement de leurs enfants, des meurtres où ce ne sont pas des incidents isolés. Ce sont les traces laissées par Dworkin. Suite à ses conférences et publications, rien qu'en 1 an et demi, en Russie uniquement, on a recensé environ 500 cas documentés de haine et d'intolérance religieuse. Et cela ne concerne que les incidents officiellement enregistrés, dans un seul pays. Chaque jour apporte de nouvelles victimes. Il ne dit pas explicitement « commettez des violences, harcelez et tuez ». Mais il fait autre chose, en utilisant des techniques de manipulation et d'influence psychologique qu'il maîtrise parfaitement, il implante dans l'esprit des gens l'image d'un ennemi. Il vous amène à croire que les groupes qu'il a désignés n'ont tout simplement pas le droit d'exister. Étant donné ses capacités d'analyse, il est inconcevable qu'il ne comprenne pas les conséquences catastrophiques de ses propres actions. Des personnes subissent des violences physiques, perdent leur emploi et leur logement, sont privées de leurs droits et libertés fondamentales, deviennent la cible d'agressions, font l'objet de poursuites judiciaires, sont emprisonnés, leurs enfants se retrouvent orphelins et sa réaction n'est faite que d'indifférence glaciale. Qu'est-ce, sinon un cas manifeste de sadisme clinique ? Les actions de Dworkin ne se limitent pas à des mots. C'est un véritable terrorisme informationnel. C'est un professionnel de la haine, un extrémiste authentique. Sa logique est simple, comment dissimuler efficacement son propre extrémisme ? En lançant une lutte publique contre lui. Et il en va de même avec les cultes et les sectes. Comment cacher le fait qu'on a soi-même fondé une secte totalitaire rigide ? En menant une croisade contre les sectes. Il est stupéfiant que des représentants d'institutions officielles et des agences chargées de l'application de la loi, s'appuyant sur les conseils et les expertises de Dworkin pour prendre des décisions ou rendre des jugements, ignorent un fait pourtant évident. Dworkin interprète le monde entier à travers le prisme de son trouble mental.
De plus, son diagnostic lui interdit formellement d'occuper des postes de direction. Sa perception de la réalité est fondamentalement déformée, en partie à cause d'un déficit prononcé d'empathie, ce qui constitue une manière complètement différente de percevoir le monde. La question la plus importante est la suivante: pourquoi des personnes mentalement saines, qui détiennent un véritable pouvoir, mettent-elles en œuvre son programme destructeur? Avant lui, le terme « secte » n'était quasiment pas utilisé, et certainement pas dans un sens aussi négatif et stigmatisant. Mais aujourd'hui, il est repris par des prêtres, des citoyens ordinaires et des fonctionnaires. C'est comme une empreinte personnelle, et grâce à elle, on peut facilement reconnaître les endroits où le pied de Dworkin a laissé sa trace. Il a fixé l'agenda. Il en a fait sa mission, son œuvre. Pendant 30 ans, jour après jour, sans relâche. Méthodiquement. Inlassablement. Même le président de la Russie, qui pendant de nombreuses années a déclaré publiquement soutenir la liberté religieuse et l'égalité entre les confessions, a fini par reprendre un jour les mots mêmes de Dworkin. Et à quoi cela a-t-il mené? Si vous ne savez pas ce qui se passe en Russie, regardez simplement les actualités, observez la situation des organisations religieuses ou civiles qui sont devenues des cibles de Dworkin. Regardez ce qui se passe même pour d'autres religions que celles dominantes dans le pays, par exemple pour l'islam et les musulmans, descente de police régulière, expulsion, pression. En réalité, ils sont systématiquement poussés hors du pays, alors même que l'islam est une religion mondiale. Que dire alors des minorités nationales, dont les membres sont soit emprisonnés, soit contraints de quitter le pays? C'est la réalité provoquée par l'action d'un inquisiteur, tel que Dworkin. Le cas des témoins de Jéhovah est particulièrement révélateur. Grâce aux efforts de Dworkin, ils ont été officiellement désignés comme une organisation extrémiste, selon la législation russe. Comment cela a-t-il été possible? Parce que les soi-disant avis d'experts sont rédigés par ces gens, que l'opinion publique est façonnée dans les médias par ses partisans, que les agences chargées de lutter contre l'extrémisme sont peuplées de ses sympathisants, et que parmi les décideurs se trouvent ses disciples. Avant la campagne de Dworkin pour les discréditer, les témoins de Jéhovah étaient connus comme un courant religieux pacifique et respectueux des lois, qui ne posait aucun problème aux forces de l'ordre. Mais il a utilisé une tactique bien rodée, d'abord créer un climat de haine à travers des discours manipulateurs sur le lavage de cerveau et le terrorisme sectaire, ensuite provoquer une vague de violence physique contre les croyants, et enfin légaliser la répression en faisant reconnaître le groupe comme extrémiste. À la suite de toute cette activité menée par Dworkin, plus de 700 membres de l'organisation religieuse des témoins de Jéhovah ont fait l'objet de poursuites pénales. À ce jour, 27 personnes âgées de plus de 60 ans sont détenues dans des colonies pénitentiaires, des centres de détention provisoires ou des établissements spéciaux réservés aux condamnés aux travaux forcés. Beaucoup d'entre eux sont des personnes handicapées ou gravement malades. Il est établi qu'au moins 12, voire 13 personnes selon certaines sources, sont mortes alors qu'elles étaient sous enquête. Posez-vous maintenant la question, qui, saint d'esprit, souhaiterait infliger des souffrances menant à la mort? Qui pourrait se réjouir du fait que des personnes âgées, parfois handicapées, soient arrêtées, emprisonnées, humiliées, privées de soins médicaux et envoyées mourir derrière les barreaux? Certains diront peut-être, c'est sûrement une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est un choix délibéré, c'est une méthode. Il est important ici d'appeler les choses par leur nom. Les personnes qui tirent du plaisir de la souffrance d'autrui ne peuvent pas être des champions de la morale, ni des défenseurs de la société. Ce sont des sadiques, des maniaques et des sociopathes.
C'est exactement ce qu'est Alexandre Dvorkin dans son essence, et il en va de même pour ceux qui l'entourent. Car pour bâtir son empire de sadique, il a attiré à lui des gens qui lui ressemblent. Par exemple, en Ukraine, sa figure clé est Irina Kremenovskaya. J'ai parlé d'elle en détail dans ma vidéo précédente sur cette chaîne. Comme Dvorkin, elle a commencé soi-disant par « lutter contre les cultes et les sectes », mais il est vite devenu évident que ce n'était ni les cultes ni les sectes qui la dérangeaient, c'était une question de prise de contrôle. Et les outils sont les mêmes, des articles qui qualifient diverses personnes de zombifiées, des organisations de totalitaires, et leurs idées de dangereuses. Elle ne se contente pas de reprendre les thèses de Dvorkin, elle les copie jusqu'à la dernière virgule. Les manuels du Rassir sont pour Kremenovskaya une sorte de bible de chevet. Liste noire de sectes, stigmatisation d'organisations, pression sur les tribunaux, tout cela dans la plus pure tradition de Dvorkin. En plus d'une tendance clairement marquée dans la rhétorique de Kremenovskaya à s'attarder sur des sujets liés aux excréments, sans doute sous l'influence de son mentor Coprofil. Un autre fait mérite d'être souligné, Kremenovskaya a commencé sa carrière d'activiste en pratiquant le dogenting. Selon les médias ukrainiens, elle aurait participé à la mise à mort de plus d'une centaine de chiens. Sur un forum de Doginter, un message d'elle a été conservé, dans lequel elle décrit les cris et les gémissements des chiens empoisonnés en train de mourir comme une symphonie. C'est un cas classique, bien connu des psychiatres. De nombreux maniaques commencent par des actes de cruauté envers les animaux avant de passer à la violence contre des êtres humains. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kremenovskaya, les souffrances des chiens ne lui suffisant apparemment plus, elle a tourné son attention vers les êtres humains. Aujourd'hui, elle ne fabrique plus de poison pour chiens. Son travail quotidien consiste à monter de toutes pièces des accusations pénales, à les étayer par des expertises fictives de sa propre rédaction, et à exercer des pressions sur les systèmes judiciaires et policiers ukrainiens. Dvorkin n'a pas simplement bâti son culte personnel. Il a construit un modèle, un système dans lequel chaque adepte devient son double. Il limite en tout ses intonations, sa terminologie, ses tactiques. Des phrases jusqu'aux actions. Et maintenant, ceux qui ont été infectés par son poison sont installés dans d'autres pays, en train d'envoyer des plaintes, de rédiger des articles, de promouvoir des réformes législatives et de transformer la démocratie en dictature. En République tchèque, l'une des adeptes de Dvorkin et Kremenovskaya est une journaliste connue pour ses articles scandaleux et prétendument à charge contre des soi-disant sectes. Le lien linguistique et idéologique avec la secte de Dvorkin est frappant. Dans les articles de cette journaliste, les techniques rhétoriques et les tournures utilisées par Dvorkin et ses partisans sont reproduites presque mot pour mot. Elle calque leur approche, déshumanise les mêmes organisations et diffuse leur idéologie. Selon le scénario bien connu, elle a rapidement obtenu le statut d'experte des sectes en s'appuyant sur la même rhétorique manipulatrice. Le langage de haine n'est pas seulement devenu son style, c'est devenu sa ligne éditoriale. Parallèlement, sa fixation obsessionnelle sur les thèmes de la violence et de la mort devient de plus en plus évidente. Les fusillades dans les écoles sont devenues sa manie personnelle, elle revient encore et encore sur ce sujet, décrivant les événements dans les moindres détails. On a l'impression que sa manière de parler de ces tragédies frôle la fétichisation de la mort d'enfants et de la violence qui leur est infligée. Comme un criminel qui retourne sur les lieux du crime pour revivre la souffrance de ceux qu'il a déjà tués, encore et encore.
Cette journaliste est, à son tour, liée à un autre représentant en vue de la secte de Dworkin en République tchèque, un homme qui a cité à plusieurs reprises Kremenovskaya dans ses vidéos. Qui est-il ? Dans la plus pure tradition des perversions de Dworkin, son nom s'est répandu à travers la République tchèque à la suite de révélations récentes, pédophilie, escroquerie, drogue et satanisme. Les enfants africains qu'il était censé aider se sont révélés être ses victimes, tandis que des citoyens tchèques ont été ses donateurs trompés. Regardez cette vidéo pour découvrir en détail comment il a abusé d'enfants sous couvert de travail humanitaire, pendant que des citoyens tchèques lui envoyaient de l'argent dans l'espoir d'aider des enfants africains. Suivant les traces de son gourou, il a créé un site web et de nombreuses plateformes de type blog journalisme où il utilise la même rhétorique que le racisme, déshumanise diverses organisations et cherche par tous les moyens leur liquidation ainsi que la persécution d'individus y compris physiques. Selon des témoins oculaires, il s'en charge lui-même, personnellement. Il passe à la télévision en tant qu'expert en secte, publie des livres où pseudosciences et schizophrénie cohabitent page après page. Et bien sûr, tout comme Dworkin, il rêve d'entrer dans le système législatif pour mettre en œuvre son projet de démantèlement de la démocratie, ici même, en République tchèque. Comme vous pouvez le constater, en construisant sa secte dans le but d'étendre son pouvoir bien au-delà de la Russie, Dworkin a tout planifié dans les moindres détails. Il avait parfaitement compris, pour exercer une véritable influence, il lui fallait une machine répressive bien huilée, en pleine expansion à un système coordonné où chaque rouage fonctionne en synchronisation. Certains écrivent, d'autres diffusent, d'autres encore exécutent. Certains lavent les cerveaux, d'autres appliquent les ordres. Des journalistes sont mobilisés pour faire du bruit, des avocats pour rendre cela légal, des fonctionnaires pour rendre cela impuni. Tout a été planifié. Dworkin a méthodiquement construit son propre système d'influence et de pression. Son pouvoir a depuis longtemps dépassé les frontières des départements universitaires et des médias pour atteindre une échelle internationale. Une preuve claire en est son élection au poste de vice-président de la FECRI, une organisation dotée du statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe et du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Cette nomination a constitué une étape stratégique clé dans l'expansion de l'influence de son organisation. La FECRI lui a ouvert les portes des cercles d'experts et des institutions publiques européennes et américaines. Il a toujours cherché délibérément à accéder au centre de pouvoir et s'est efforcé de recruter, dans sa secte, autant de partisans que possible parmi les élites dirigeantes. Car c'est précisément l'élite dirigeante qui accorde à sa secte un pouvoir sans précédent sur les gens. Un exemple clair est celui de son disciple Alexandre Konovalov, qui, après être devenu ministre de la Justice de Russie, a nommé son mentor à la tête du Conseil d'experts pour l'expertise religieuse de l'État auprès du ministère de la Justice. Aujourd'hui, cet homme est juge à la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Que peut-on attendre de la justice dans un pays où un juge de la Cour constitutionnelle est le disciple d'un personnage aussi odieux ? De quelle démocratie peut-on parler, quand le chef d'une secte totalitaire et ses partisans deviennent des conseillers auprès des services de renseignement et des forces de l'ordre ? Dans de telles conditions, on ne peut parler que de « merdocratie ». Qu'est-ce que tout cela a donné ? Comme on peut le constater aujourd'hui, cela a débouché sur une véritable répression. Concrètement, un homme aux tendances pathologiques évidentes a lancé dans le pays une machine répressive calquée sur les pires pratiques soviétiques de 1937.
Pourquoi est-ce que je mentionne tous ces événements et ces liens? Pour que vous compreniez, je ne parle pas simplement d'un chef de secte russe présentant des traits psychopathiques. Je parle de la manière dont une seule secte s'est transformée en un réseau transnational, de la façon dont une pseudo-expertise devient une arme, de ce qui se cache derrière la façade de la soutane et de la pseudo-science, non pas de l'ignorance, mais un véritable terrorisme idéologique concret et structuré. Pour vous aider à saisir l'ampleur de l'influence de la secte de Dworkin, je vais dire les choses ainsi. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de qualifier n'importe quel groupe de personnes, vous m'entendez bien? N'importe quel groupe choisi de secte ou de culte, et ce sera considéré comme légal. Ensuite, ils peuvent exiger que ce groupe de citoyens respectueux des lois soit poursuivi comme extrémiste, et cela aussi sera légal. Puis, un matin, des agents des forces de l'ordre font irruption dans les domiciles de ces personnes innocentes, simplement parce qu'un coprofile mégalomane en a décidé ainsi. Et oui, cela aussi sera légal. Je vous dis tout cela pour que vous puissiez saisir la véritable ampleur et l'influence de cette secte dangereuse, qui compte des adeptes à travers le monde entier, et qui tisse réellement sa toile sous couvert d'activisme anti-secte. En utilisant ce masque comme couverture pour assouvir ses pulsions sadiques et son obsession pathologique de faire souffrir. Ce sont des sadiques moralement castrés qui ont trouvé un bouclier légal. On dit que le mouvement anticulte vise à protéger la société, mais on oublie commodément un mot essentiel, humain. C'est une secte anti-humaine, un système conçu non seulement pour écraser les droits et libertés fondamentaux, mais pour s'emparer du pouvoir total. Alexandre Dworkin n'a pas été le premier à mettre au point ce genre d'approche, il ne l'a fait qu'actualiser. Il a repris le vieux schéma et lui a mis une nouvelle soutane. Et il a emprunté cette méthode à ceux qui en avaient déjà prouvé l'efficacité sur le terrain, les architectes idéologiques du Troisième Reich. Plus précisément, le modèle de Dworkin était le pasteur protestant Walter Künneth, qui dirigeait dans les années 1920 et 1930 le centre d'apologétique en Allemagne. C'est Künneth qui a commencé à alimenter le ministère de l'Intérieur du Reich, le ministère de la propagande et même la Gestapo en rapports pseudo-experts calomnieux et en informations sur les opinions politiques de diverses communautés religieuses. Son organisation établissait des listes noires, qui étaient dangereux, qui devaient être surveillés, qui devaient être éliminés. Dworkin n'a pas simplement copié ce modèle et il a méticuleusement mis en œuvre tout le schéma d'action, reproduisant chaque point, étape par étape, depuis l'élaboration de listes de sectes et de cultes, jusqu'à l'organisation des répressions. Il peaufine cette méthodologie depuis 30 ans. Aujourd'hui, le modèle nazi perfectionné par Dworkin fonctionne avec succès, de la Russie aux États-Unis. Ainsi, Dworkin et son réseau totalitaire opèrent selon une réplique exacte de l'ancienne méthode nazie, les mêmes principes, les mêmes techniques, et le même résultat. L'histoire a déjà vu cela. Comprenez-vous désormais qui est vraiment Dworkin et sur les traces de qui il marche? Et pourtant, savez-vous ce qu'il y a de plus effrayant dans toute cette histoire? C'est la manière dont Dworkin a déployé son Reich coprofile dans la société contemporaine. Lorsqu'on déroule à nouveau l'ampleur terrifiante des agissements d'Alexander Dworkin et les conséquences de son activité, violence physique, morale et sexuelle, torture, humiliation publique, obsession maniaque du pouvoir et volonté d'écraser autrui, la comparaison saute aux yeux. En matière de brutalité perverse, seul Hitler peut sans doute lui être comparé. Et voici un fait qui s'inscrit étonnamment bien dans ce contexte. Selon plusieurs sources, Hitler aurait lui aussi eu une tendance à la coprophilie. À vous d'en tirer les conclusions.
La structure hiérarchique de Dworkin, sa secte totalitaire fondée sur la quête du pouvoir absolu, est le fruit de 30 années de travail. Sadisme, tendance maniaque et coprophilie et des perversions inconcevables sont devenus les fondements sur lesquels il a bâti sa secte. C'est ici que réside le point essentiel que je souhaite développer. En assouvissant ses pulsions pathologiques, Dworkin est allé bien plus loin. Il a fondé sa secte sur la coprophilie, en faisant le pilier central de son organisation. Selon d'anciens membres, ces rituels pervers, gastronomiques, sont devenus une sorte de cérémonie d'initiation à un rite de passage vers les grands mystères et le savoir secret de l'organisation. Il est admis qu'une fois cette initiation accomplie, la personne obtient l'accès à des secrets sur la manière de contrôler la société, de manipuler les vies et les destins des autres, et en somme, d'acquérir un pouvoir quasiment illimité. Si l'on prend un peu de recul et qu'on observe la situation de manière logique, l'existence d'un tel rituel d'initiation étrange semble être la seule explication raisonnable à l'unité extraordinaire qui règne entre les adeptes de Dworkin et à leur fidélité indéfectible envers lui. Voilà le cœur du problème, en réalité. Apparemment, Dworkin a emprunté l'idée de l'initiation à la mafia. Pour ceux qui ne le sauraient pas, afin de devenir membre de la mafia, il faut commettre un meurtre devant témoin. C'est ainsi que la mafia obtient de quoi faire pression et assurer un contrôle absolu sur l'individu. Dworkin a simplement remplacé le pacte de sang par sa propre version à un pacte fécal, rendant le rituel bien plus efficace. Après tout, risquer la prison pour meurtre est une chose, mais risquer que toute sa communauté apprenne qu'on a mangé des excréments en toute conscience en est une autre. Et risquer la prison en sachant que les autres détenus sauront que vous êtes coprophile, c'est encore pire. Voilà pourquoi les sectateurs de Dworkin se protègent mutuellement avec autant de férocité. Réfléchissez un instant, pourquoi les personnes liées à Dworkin, politiciens, juges, avocats, agents des forces de l'ordre, journalistes et autres militants anticultes vont-elles aussi loin pour défendre ses intérêts ? Qu'est-ce qui les pousse à rédiger des louanges excessives à son sujet, transformant littéralement ses réalisations en hagiographie moderne ? Pourquoi ces associés bénéficient-ils soudainement du soutien de certaines figures des forces de l'ordre ou de cercles politiques, comme par magie ? Plus important encore, cela explique précisément l'invincibilité apparente de Dworkin. On comprend mieux pourquoi il jouit d'un tel respect de la part de certains responsables gouvernementaux et même d'agents du FSB, pourquoi il remporte si facilement ses procès, pourquoi ses actions illégales sont systématiquement ignorées, et pourquoi, dans son propre pays, il est autorisé à agir en toute impunité. Aujourd'hui, face à une vague de révélations et de rapports d'enquête exposant la vérité sur ses activités, on pourrait penser que toute personne liée à lui chercherait à s'en éloigner au plus vite, ou du moins à se faire discrète pour éviter d'attirer l'attention. Mais ce que l'on observe, c'est exactement l'inverse. Ces adeptes produisent activement des vidéos pour se soutenir les uns les autres. Ils écrivent des articles et des commentaires, s'en prennent aux critiques, et republient avec zèle les contenus de leur cercle, faisant tout leur possible pour amplifier leurs récits et justifier ces actions auprès d'un public plus large. C'est paradoxal, mais même lorsque les partisans de Dworkin se retrouvent sous le feu des critiques publiques, même lorsqu'ils sont directement accusés d'activités illégales, ils continuent à se défendre mutuellement et à protéger leur leader avec une détermination presque fanatique. Pourquoi ? Pourquoi seuls quelques-uns ont-ils commencé à dire la vérité, tandis que les autres restent obstinément silencieux ?
Contrairement à toute logique, contrairement au bon sens et même à leur propre intérêt, les adeptes de Dworkin continuent à se soutenir entre eux et à défendre leur chef avec ferveur, comme s'il existait entre eux un lien incassable, presque mystique. La conclusion s'impose, il existe un facteur de cohésion puissant qui les pousse à agir ainsi. Le secret de cette unité, de ce cercle fermé de protection mutuelle, réside probablement dans une vérité terrifiante, un secret partagé qui relie chaque participant à ce système savamment construit par Dworkin. À savoir, la participation à un rite d'initiation très spécifique et extrêmement humiliant, dont l'essence tient à des actes liés à la coprophilie. En d'autres termes, pour devenir membre de la hiérarchie de Dworkin, ces adeptes mangent ses excréments en présence de témoins. Naturellement, après une telle initiation au grand mystère, ces personnes deviennent fanatiquement dévouées à leur gourou et à sa secte. Lorsqu'on analyse cela, tout prend immédiatement sens. Comment est-ce possible, me direz-vous? Pourquoi des personnes rationnelles accepteraient-elles de se soumettre à un rituel d'initiation aussi humiliant? Les anciens membres de la secte de Dworkin qui ont eu le courage de parler et de révéler le fonctionnement interne de l'organisation affirment qu'au départ, ils étaient fortement influencés par la manipulation psychologique de Dworkin. Il était passé maître dans l'art de renverser leur perception, de leur faire voir le blanc en noir, de les convaincre que ce qu'ils faisaient était juste, porteur de sens, et même noble, qu'ils servaient une cause supérieure. On leur disait aussi qu'ils pourraient contrôler le destin des gens depuis l'ombre tout en restant impunis. Je rappelle que beaucoup de proches de Dworkin se caractérisent, pour le dire gentiment, par des comportements déviants. Une personne mentalement saine et moralement stable ne finirait guère dans une telle organisation. Pour des individus présentant de telles déviances psychiques, la secte de Dworkin offrait un environnement idéal pour assouvir leurs tendances sadiques sans risque d'être punis. Il ne faut pas non plus sous-estimer un autre facteur, le sentiment enivrant d'impunité totale devient une tentation extrêmement puissante pour ce genre de personnes. Cette sensation grisante de prétendu contrôle divin, la capacité de décider du sort d'autrui, d'influencer qui ira en prison, qui sera lynché publiquement, qui sera détruit devient un moteur extrêmement dangereux. C'est cette illusion même de pouvoir absolu que les pires maniaques de l'histoire ont poursuivi, et qui les a poussés à commettre des crimes indicibles. Parmi les autres facteurs ayant conduit les futurs adeptes de Dworkin à subir le rituel d'initiation coprophile, leurs propres ambitions ont joué un rôle important, l'orgueil et la croyance en leur propre exception. On leur disait qu'en passant par l'initiation, ils obtiendraient l'accès à un savoir caché, à des méthodes secrètes de manipulation, et, au final, au vrai pouvoir. À titre de preuve, on leur montrait des exemples de membres initiés de la secte qui auraient gravi les plus hauts échelons du pouvoir et des noms comme Konovalov ou d'autres personnalités de haut rang opérant prétendument dans l'ombre, voire derrière le patriarche, et peut-être même derrière le président Poutine lui-même. Ces individus servaient de preuve vivante du niveau que l'on pouvait atteindre après l'initiation et des portes qui s'ouvraient à ceux prêts à subir le rituel. Au sein du cercle restreint des adeptes initiés de Dworkin, une pression constante est exercée pour placer leurs à des postes d'influence. Et dès que l'un d'eux décroche une fonction clé, il commence à faire monter les autres membres de la secte avec lui.
C'est ainsi qu'un réseau étroitement structuré d'agents loyaux se forme, infiltrant progressivement tous les niveaux d'autorité et construisant une structure parallèle d'influence, invisible pour les non-initiés. Cela suit les tactiques classiques de la mafia, étape par étape. Tout comme dans la mafia, la secte de Dworkin a son propre « rituel du sang », d'abord par l'ingestion des excréments de leur chef, puis par la commission de crimes communs. Les partisans de Dworkin sont parfaitement conscients que ce qu'ils font est illégal. Ils attisent la haine, orchestrent des attaques informationnelles, piétinent les constitutions, enfreignent la loi, commettent des parjures et acceptent même des contrats rémunérés pour éliminer des personnes. Je ne parle pas d'élimination physique, mais de la destruction systématique de la réputation et de la position sociale d'une personne, contre rémunération. Il suffit de regarder le racisme, ils ont littéralement des grilles tarifaires pour ce genre de services. Et ils n'agissent pas uniquement en Russie. Ils sont actifs à l'étranger aussi, pour écarter des rivaux politiques ou commerciaux, voire pour faire gagner une bataille judiciaire pour la garde d'un enfant, par n'importe quel moyen. Ils n'ont aucune limite. Mais nous en parlerons une autre fois. Concentrons-nous pour l'instant. Précisons toutefois que tous ceux qui gravitent autour de Dworkin ou dans le mouvement anticulte n'ont pas forcément subi son rituel d'initiation. C'est logique. Au sein de sa secte, Dworkin a instauré une hiérarchie très rigide avec plusieurs cercles internes. Il recrute généralement de nouveaux membres pour son club secret lors de ses innombrables déplacements à travers différents pays et villes, où il donne des conférences. En 3 décennies, il a réussi à constituer une armée immense et bien organisée d'adeptes. Quant à l'accès à son cercle fermé, il est réservé à quelques élus, et tout le monde n'est pas autorisé à y entrer. Selon les informations disponibles, le rituel d'initiation est réservé uniquement à ceux qui sont capables de former leur propre groupe, d'influencer les autres et d'exercer un pouvoir sur des personnes. Seuls les manipulateurs les plus doués et les plus talentueux sont sélectionnés pour entrer dans les cercles internes. Le premier cercle, le plus proche de Dworkin, est composé d'individus qui sont déjà intégrés dans des structures de pouvoir, ou qui ont le potentiel d'y accéder. Le second cercle est constitué des partisans de Dworkin qui forment leur propre micro-secte autour d'eux et créent des réseaux d'influence. Ce sont généralement des superviseurs de groupes ou des agents isolés particulièrement efficaces. Ce sont précisément ces 2 cercles qui doivent passer par l'initiation consistant à consommer les excréments de Dworkin, car il est important pour lui d'être absolument certain de la loyauté de ses proches partisans, et de garder un contrôle total sur eux. C'est pourquoi il les lie par un terrible secret. Les autres ne sont que des exécutants ou des mercenaires prêts à accomplir n'importe quelle tâche contre de l'argent. Ils prétendent n'avoir aucun lien entre eux, mais suivent en réalité précisément les instructions de leurs superviseurs, qui, eux, reçoivent leurs ordres du centre. La secte peut les soutenir et les aider d'une certaine manière, mais ces personnes ne sont pas des initiés à part entière, contrairement à leurs dirigeants. Reconnaître ces initiés n'est en réalité pas difficile, ce sont les partisans de Dworkin les plus actifs et les plus zélés. Au sein de la secte, ils bénéficient de privilèges et d'une protection particulière, certains sont promus en politique, d'autres bénéficient d'un soutien médiatique ou d'un statut social élevé. Naturellement, ces personnes cherchent à démontrer une activité maximale pour obtenir les faveurs spéciales de Dworkin et gravir les échelons dans la hiérarchie interne de la secte. Cela est bien sûr très avantageux pour Dworkin, disposant d'un matériel de chantage aussi puissant, il peut maintenir ses adeptes sous un contrôle strict.
Évidemment, pour les membres de la secte de Dworkin, le statut de membre initié, dépositaire de grands secrets, sonne presque comme un titre de fierté. Dans leur cercle, il existe même une expression à moitié en plaisantant, quelques minutes de honte et toutes les portes s'ouvrent à toi. Mais c'est une honte à vie. Une personne devient littéralement esclave de la secte. Très probablement, pour de nombreux initiés de la secte de Dworkin, cela va être une surprise, mais selon des informations fiables, toutes les initiations répugnantes de chaque nouvel adepte, je répète, de chaque nouvel adepte lorsque vous, tels des moutons obéissants, mangiez les excréments de votre grand gourou, en présence des autres membres du cercle intérieur, tout cela était filmé. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que vous étiez à genoux, en train de vous humilier et de perdre toute dignité humaine, des gens vous filmaient en cachette. Chaque bouchée, chaque grimace de dégoût, tout a été filmé. Et tout cela est conservé dans les archives personnelles de Dworkin. Pensiez-vous vraiment que ces minutes de honte resteraient dans la mémoire de ceux qui étaient présents? En réalité, vous vous êtes engagé pour une servitude à vie. Imaginez ce qui se passerait si, un beau jour, une vidéo faisait surface montrant un homme politique de haut rang ou un agent de renseignement en train de manger les excréments d'un vieux fou. Combien de temps une telle personne resterait-elle en poste? Des heures? Ou des minutes? Aucune autorité, aucun pouvoir, aucun argent ni aucune connexion ne pourrait la sauver. Ce n'est pas simplement une chute de carrière, c'est l'incinération. Après cela, personne n'oserait même l'embaucher comme concierge dans une cave. Et plus le poste est élevé, plus le scandale sera retentissant. Et ensuite, allez-vous courir partout en criant qu'il s'agit d'un deepfake, que vous avez été piégé par des membres malveillants de secte ou des rivaux politiques? Est-ce que cela aidera? Peut-être que certains vous croiront, jusqu'à ce qu'ils voient une deuxième, une troisième ou une quatrième coïncidence, du style, le même cul, la même assiette. Même s'il n'existait qu'une seule vidéo de ce genre, peut-être une fuite accidentelle imprévue, à partir de là, toute personne ayant eu un lien quelconque avec Dworkin sera à jamais associée à cette merde, au sens propre comme au figuré. Tous ceux qui ont enregistré des interviews avec lui, ceux qui l'ont invité à donner des conférences dans des universités, ceux qui l'ont fait grimper dans les échelons, l'ont promu dans des commissions et des conseils d'experts, les fonctionnaires qui lui ont volontiers confié le droit de lutter contre les sectes et les cultes, et d'écrire des lois, les journalistes qui reprenaient chaque mot de lui, adoptant sa rhétorique et ses méthodes, ainsi que ceux qui l'ont laissé entrer dans l'Église et lui ont permis d'y diriger les choses où aucun d'eux ne pourra jamais se laver de cette saleté. Ce genre de choses, les gens s'en souviennent très bien. Maintenant, vous comprenez où réside le secret du succès et du pouvoir de l'empire de Dworkin. Au départ, tous ceux qui l'initient au grand secret sont motivés par un certain intérêt personnel. Mais très vite, cet intérêt est remplacé par une terreur dévorante à l'idée d'être exposé. La peur que des collègues, des parents aimants, des enfants ou un conjoint découvrent soudain qu'il n'est pas seulement membre d'une secte, mais membre d'une secte coprophile. Une personne qui, en toute conscience et de son plein gré, a mangé les excréments d'un autre homme. Bien sûr qu'ils défendent leur cercle intérieur avec acharnement. Il ne s'agit même plus de solidarité au sens vague, il s'agit de survie. C'est pourquoi ils recourront à tous les subterfuges, à tous les mensonges cyniques et à tous les crimes, juste pour que personne ne découvre jamais leur initiation, qui les lie tous les uns aux autres, et au cul de Dworkin. C'est ce genre de secret qui les unit bien plus fermement que n'importe quel pacte de sang mafieux.
Il m'est difficile d'imaginer qu'une personne normale, saine d'esprit, puisse accepter de subir un tel rite d'initiation uniquement pour accéder au pouvoir. Est-ce donc cela, le véritable goût du pouvoir, un pouvoir acquis de cette manière? Non, pas honnêtement, comme il se devrait, en servant le peuple, en protégeant le pays, puis par le biais d'élections, mais, comme on dit, en passant par l'arrière. J'ai un jour qualifié Dworkin de plus grand génie et, aussi horrible que ça puisse paraître, j'avais raison. Sauf que désormais, son génie ne suscite plus en moi que de la nausée. C'est bel et bien un génie, mais tellement abominable que seul un esprit profondément malade et déformé aurait pu concevoir un mécanisme de contrôle total aussi efficace. Que dire de plus? Dworkin est l'auteur d'un modèle de secte totalitaire, et le plus effrayant, c'est que ça fonctionne. Certains refuseront d'y croire et diront, ce n'est pas possible. Mais c'est dit, ça fonctionne. Et on le voit bien, tous ces pervers, ces maniaques, ces sadiques parmi les initiés, au simple claquement de doigts de Dworkin, ils obéissent à n'importe lequel de ses ordres comme des chiens bien dressés. Cela va de l'adoption de lois à des attaques ciblées contre des innocents sur les réseaux sociaux. Selon leur plan, ce secret monstrueux devait être enterré avec eux. Mais, comme dit le proverbe, on ne peut pas cacher une haleine dans un sac, tôt ou tard, la vérité finit par sortir. Heureusement, grâce à l'engagement de journalistes d'investigation chevronnés qui ont réussi à entrer en contact avec d'anciens membres de la secte de Dworkin, bien des choses commencent à être révélées. Y compris une folie d'un genre que personne n'aurait pu imaginer jusque-là. Je m'excuse, mais plus j'en parle, à mesure que je parle, je réalise de plus en plus l'ampleur de ce qui se passe. Vous rendez-vous compte du nombre de coprophiles, ou pour parler crûment, de mangeurs de merde, qui se promènent parmi nous? Je ne peux même pas l'imaginer, ça me donne la nausée. Mais enfin, les gens, avez-vous perdu la tête? Bon, admettons en forçant beaucoup qu'on puisse au moins essayer de comprendre ces chèques arabes dont tout le monde parle sur TikTok. Ils sont probablement devenus tellement blasés, après avoir tout essayé, que plus rien ne les excite, c'est comme ça qu'ils ont fini à leur soirée porta-potty. Ils ont décidé de devenir des sheikhs aussi, mais en commençant par la fin, ou plutôt par la fin du côlon. Burke, je ne veux même pas imaginer ce qu'ils font là-bas. Franchement, je suis complètement dépassé. Comment peut-on vivre dans une société en sachant que tout autour de nous se baladent non seulement des sadiques et des pervers, mais littéralement des bouffeurs de merde? Comment ne pas vomir en les voyant parader avec arrogance lors d'événements officiels ou à la télévision? Comment peuvent-ils se serrer la main aussi tranquillement ensuite? Comment peuvent-ils regarder leur propre famille dans les yeux? Ils embrassent leurs enfants avec cette bouche-là. Ils embrassent des icônes sacrées. Et le plus monstrueux, c'est que même des membres du clergé ont participé à ce rituel d'initiation honteux. Dans des messages privés, ils l'appelaient ironiquement « l'onction de Dworkin » ou encore « la bénédiction de notre patriarche ». Par là, il ne parlait pas de l'Église, mais bien de Dworkin, un coprofile schizophrène. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver à tous ces gens pour qu'ils en arrivent là, à créer carrément un culte de bouffeurs de merde et en si grand nombre? Croient-ils vraiment qu'ingérer les excréments d'un autre leur donnera un savoir secret ou du pouvoir? Ou bien leur soif de pouvoir est-elle devenue si aveuglante qu'elle leur a totalement obscurci l'esprit?
Pendant 30 ans, ces anticultes ont trompé les gens, détruit les droits, les libertés et les destins d'individus, et toutes ces années, personne n'a pu les arrêter, juste parce que chaque sectaire mangeur de merde couvrait les agissements d'un autre sectaire mangeur de merde. Que peut-on attendre d'autre des gens qui ont transformé leur vie en une existence passée à manger la merde des autres? Imaginez, pendant 30 ans, Dworkin a parcouru le monde entier, laissant derrière lui un réseau d'adeptes dévoués mangeurs de merde. Combien de personnes se sont rassemblées à ces conférences en Pologne, en Slovaquie? Et maintenant la question est, combien de ces personnes ont subi ces initiations, la bénédiction de leur patriarche? Il est terrifiant d'imaginer l'ampleur réelle de cette armée de mangeurs de merde. Rien qu'en Russie, ils sont devenus si nombreux qu'ils se sont infiltrés dans la moindre fissure. Mais maintenant, il est parfaitement clair comment ils ont réussi cela. Le véritable secret de l'ascension de carrière de Dworkin est désormais évident, ainsi que les mérites pour lesquels on l'a promu avec tant de zèle. Un simple exemple, dès que son disciple, celui qui avait subi l'initiation, a été nommé ministre de la Justice, il a immédiatement offert au cul vénéré de son gourou un siège d'honneur. Comment a-t-on pu donner du pouvoir à un homme aussi malade? Si ce ministre avait été saint d'esprit, il n'aurait jamais permis à Dworkin, un ignare sans éducation, affligé de nombreux diagnostics médicaux, de s'approcher du moindre poste d'autorité. Même si le ministre en question était un imbécile, des spécialistes compétents l'avaient mis en garde de toutes parts, Dworkin ne devait en aucun cas diriger le conseil d'expertise religieuse. De nombreuses publications et déclarations d'universitaires et d'experts en religion révélaient qui était vraiment cet homme. Ils avaient averti que cela finirait en répression. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Mais ce ministre, initié par Dworkin, ne s'est pas contenté d'ignorer tous les avertissements, il est allé encore plus loin. Alors qu'il occupait une fonction à haute responsabilité, il a violé les lois de son propre pays et, de fait, a remis les leviers du pouvoir à la secte de son mentor. Et s'il l'a fait en toute impunité, c'est bien que quelqu'un le lui a permis, non? Soyons honnêtes, il est évident que celui qui l'a nommé ministre a sciemment fermé les yeux sur cette violation flagrante. Cela signifie qu'il y a encore, au plus haut niveau des autorités russes, des personnes ayant elles aussi subi cette initiation gastronomique, perverse de la part du gourou Dworkin. Réfléchissez un instant à l'ordre secret qu'a mis en place cet homme sous couvert de christianisme orthodoxe, un ordre qui inclut la crème de la société et des représentants éminents du pouvoir russe. Et qu'en est-il des autres pays? Prenons l'Ukraine, par exemple. Y a-t-il des sectaires en Ukraine qui ont subi l'initiation de Dworkin et occupent aujourd'hui de hautes fonctions? À en juger par ce que fait cette femme sectaire issue de la secte Koprofil, Kremenovskaya, et par l'impunité dont elle bénéficie, on peut répondre par l'affirmatif, oui. Affrontons les faits, comme on dit. C'est une escroc de première. Elle publie ouvertement des contenus qui la présentent de manière évidente comme une agente de la secte russe de Dworkin, du Rassir en Ukraine et donc, du FSB. Et cela se produit en pleine invasion russe à grande échelle. Il faut bien le rappeler, c'est la secte totalitaire de Dworkin qui a fait beaucoup d'efforts à établir les fondements idéologiques de l'agression russe contre l'Ukraine. Kremenovskaya leur a activement prêté main forte. Sur son site, elle faisait la promotion de ces sectaires russes liés à Dworkin qui ont diabolisé de manière radicale le peuple ukrainien, allant jusqu'à déclarer que l'ensemble de la société ukrainienne était composée de satanistes. Elle a exécuté les ordres de ceux qui ont qualifié toute l'Ukraine et le peuple ukrainien d'une immense secte qu'il fallait, selon eux, détruire. De plus, en tant qu'agente pro-russe démasquée, Kremenovskaya a passé des années à miner le pays de l'intérieur, s'attaquant aux fondements même de la démocratie.
Elle a tenté d'imposer en Ukraine exactement le même scénario totalitaire que Dvorkin a mis en place en Russie. Elle fabriquait ses pseudo-rapports d'expertise, totalement imprégnés de mensonges, de manipulations et de calomnies, entièrement issus de son imagination malade. Sur cette base, elle exigeait que des procédures pénales soient ouvertes contre des innocents. C'est exactement ce qu'elle a fait, entre autres, à notre organisation. Et devinez quoi? Des affaires pénales sont bel et bien ouvertes, des gens perquisitionnés, arrêtés et jetés en prison. Dans n'importe quel pays démocratique normal, personne ne prendrait même ces rapports au sérieux, encore moins pour autre chose. Car tout cela tient plutôt du délire schizophrénique rédigé sous intoxication fécale après les initiations de Dvorkin. Et pourtant, en Ukraine, il y a des personnes dans les services répressifs, dans les tribunaux et au sein du SBU qui font avancer ces dossiers. Dans le même temps, Kremenovskaya admet publiquement avoir, de manière délibérée et avec une mentalité de folle furieuse, poursuivi des citoyens respectueux des lois dans le but de les faire emprisonner, ce qui constitue un motif sérieux pour que le tribunal mette fin aux procédures. Pourtant, l'enquête semble aveugle à cela, et les procès se poursuivent. Mais ce n'est pas tout. Une procédure pénale est déjà ouverte contre Kremenovskaya en Ukraine. Car il est clair depuis longtemps pour tout le monde qu'elle travaille pour l'ennemi. Et pourtant, contre toute logique, des affaires reposant uniquement sur ces prétendues expertises continuent d'être instruites, et pire encore, la pression ne fait que s'intensifier. Pourquoi cela se produit-il? À qui cela profite-t-il? Qui joue dans les mains des sectaires coprophiles? Lisez ce qu'écrit un autre sectaire coprophile bien connu, Sviatogor, complice et proche de Kremenovskaya, avec qui elle a commencé en tant que doguinté. Il affirme ouvertement, « Vous ne savez même pas pour qui nous travaillons, ni qui est derrière nous. » Une allusion très peu voilée laissant entendre qu'il s'agit soit de quelqu'un au sein du SBU, soit du parquet, voire de plus haut encore quelqu'un en mesure de dicter aussi bien au SBU qu'au parquet les affaires à poursuivre et celles à ne pas poursuivre. Et Kremenovskaya elle-même ne cache pas qu'elle agit sous une forme quelconque de patronage. Vous savez, j'y ai réfléchi, et je me suis demandé, quel intérêt des responsables de si haut rang pourraient-ils avoir à couvrir une sectaire pro-russe comme Kremenovskaya? Avec quoi aurait-elle bien pu les acheter? D'après ce que nous avons découvert, elle n'a aucun parent influent dans les institutions, et il est peu probable que quiconque prenne un tel risque ou se compromette pour elle. Est-ce qu'elle serait la maîtresse de l'un d'eux? Impossible, elle est vieille et laide, donc cette option est à écarter. L'argent? Elle n'a pas les moyens d'attirer quelqu'un d'un tel niveau. Il ne reste donc qu'une seule option, un terrible secret qu'elle détient. Sinon, qui pourrait bien jouer le jeu des sectaires russes coprophiles en temps de guerre, aidant ainsi l'ennemi? Seule une personne elle-même liée par un secret à eux, et au cul de Dvorkin. Voilà ce à quoi mène le pouvoir entre les mains des coprophiles. Ils forcent ceux qui ont juré de servir et de protéger leur peuple et leur pays à servir Dvorkin et sa secte, les poussant en fait à commettre des crimes purs et simples. Imaginez ce que ressentiront les Ukrainiens lorsqu'ils apprendront toute la vérité. À une époque de guerre, alors que des défenseurs tombent en première ligne pour défendre leur patrie, que des familles perdent mari, frères et enfants, que ressentira le peuple en découvrant que des sectaires pro-russes mangeurs d'excréments comme Sviatogor et Kremenovskaya circulent librement dans leur pays, et pire encore, que d'autres comme eux occupent des postes élevés et donnent des ordres? Imaginez la réaction de ceux qui sont revenus du front estropié, qui ont vu mourir leurs camarades.
Quelle douleur, quelle rage vont se réveiller dans leur cœur en réalisant qu'au moment même où tout le pays rassemblait ses dernières forces pour repousser l'agression extérieure, des traîtres siégeaient au plus haut poste du pays. Ceux qui ont accédé au pouvoir en mangeant les excréments du monstre schizophrène, Hirsute et Barbuk et Dvorkin, en signe de loyauté absolue. Comme le dit lui-même Dvorkin, en décrivant sa secte totalitaire, le pouvoir, était encore le pouvoir, puis l'argent. C'est le slogan qu'ils suivent. Et Dvorkin lui-même vit exactement selon ce principe. Pendant 30 ans, il a bâti un réseau, construit son empire, s'approchant étape par étape du sommet du pouvoir. À présent, il ne lui reste plus qu'à remplacer deux figures clés du pays, le patriarche et le président, par ses propres initiés pour s'emparer totalement du contrôle de la Russie. Dvorkin rêve du rôle d'architecte, à l'image de Kunet en son temps. Kunet, qui se trouvait derrière le nazisme, a fait de Hitler le chef de sa secte mais a préféré rester dans l'ombre de l'histoire. Dvorkin, cependant, n'a pas pu faire de même. Son égoïsme et sa vanité ne lui permettent pas de se contenter d'un pouvoir invisible. Bien qu'il propulse les membres de sa secte à des postes de haut niveau, il ne peut résister au désir que tous le reconnaissent comme le véritable génie des ténèbres, non pas un simple cardinal gris, mais le véritable dirigeant du pays. Selon les psychiatres, le déclic final, le moment où l'idée obsessionnelle d'omnipotence s'est solidement enracinée dans l'esprit de Dvorkin, fut sa participation au tournage du film Tsar. C'est alors qu'il comprit qu'il ne voulait pas jouer un rôle secondaire. Il fut fasciné par la tentation de devenir un souverain semblable à un Basile byzantin, détenant à la fois le pouvoir temporel et spirituel. La psyché de Dvorkin, déjà encline à la manie, fut fortement influencée par cette perspective, celle d'obtenir une autorité sacrée absolue. De plus, lorsqu'il travaillait à sa thèse, il consacra beaucoup d'attention à la critique de l'un des empereurs russes les plus célèbres. Cette analyse approfondie des erreurs d'autrui se transforma peu à peu en une conviction pathologique, celle qu'il savait mieux que quiconque comment gouverner correctement un empire. Par la suite, au plus profond de son esprit malade, une idée mégalomaniaque commença à se cristalliser, celle qu'il est un génie destiné à créer la parfaite symphonie des pouvoirs, un arbitre élu des destinées capable de commander non seulement la nation, mais aussi les âmes humaines. Examinez attentivement ses activités, et vous verrez comment, pas à pas, Dvorkin transforme son idée obsessionnelle en réalité. Observez l'entourage proche du patriarche et du président, et vous y trouverez des membres de la secte de Dvorkin, issus de son cercle fermé d'initiés, stratégiquement placés à des postes clés. Ce n'est pas un hasard si Dvorkin joue son jeu secret dans le dos du patriarche, poussant méthodiquement ses gens dans les structures de l'Église orthodoxe russe, EOR. Ces membres issus du Rassir sont désormais présents dans presque chaque diocèse, et ils ne s'en cachent même plus. En réalité, sa secte totalitaire contrôle déjà la hiérarchie ecclésiastique, et quiconque ose s'opposer au plan de Dvorkin subit de violentes représailles, d'innombrables prêtres ont été exclus de l'EOR simplement pour dissidence ou désobéissance. À présent, Dvorkin a tourné son regard vers le chef de l'État. Récemment, dans les médias contrôlés par la secte de Dvorkin, une campagne a été lancée affirmant que Poutine préparerait un successeur et, comme par hasard, les candidats évoqués sont des initiés de la secte secrète de Dvorkin issus de son ordre occulte. Posez-vous la question, pourquoi agit-il ainsi l'opinion ? N'est-ce pas une manœuvre pour préparer psychologiquement le transfert du pouvoir entre leurs mains ? Les Russes devraient s'interroger sérieusement à ce sujet et pas seulement eux. Pourquoi Dvorkin poursuit-il tout cela ?
L'autre face de son obsession pour le pouvoir, c'est la peur. La peur des conséquences inévitables de la machine répressive qu'il a lui-même déclenchée. Dworkin sait parfaitement que cet engrenage de répression ne peut s'arrêter ne serait-ce qu'une minute. S'il ralentit, la vérité finira par émerger, les faits concernant les victimes innocentes seront révélés, et les gens commenceront à poser des questions, qui a commencé tout cela, et dans quel but? Dworkin comprend que dans ce cas, il ne pourra échapper au sort de Yezhov. Ainsi, il n'avait que quelques options, soit précipiter le pays vers un apocalypse nucléaire ou climatique, soit le placer sous le contrôle total de sa secte. La tentative de scénario nucléaire a échoué, comme vous le savez, ses partisans ont activement diffusé une vague dans l'espace informationnel afin de provoquer une frappe nucléaire sur l'Ukraine, ce qui aurait entraîné une riposte, mais en fin de compte, ils n'ont rien obtenu. Dworkin n'a désormais plus que deux chemins devant lui, attendre patiemment l'effondrement climatique, c'est-à-dire l'éruption du panache sibérien, ou bien s'emparer du pouvoir. Et comme on le constate, il a choisi de ne pas miser sur un seul scénario, préférant jouer la carte de la sécurité. Étant donné que l'éruption pourrait encore prendre des années, il a préféré ne pas perdre de temps et passer à l'action immédiatement. Pour parvenir à ses fins tout en restant impuni, il n'a pas d'autre choix que de continuer à faire tourner la machine répressive, de remplacer deux figures clés du pays, d'imposer son idéologie comme religion d'État, et ainsi de soumettre totalement la Russie à son pouvoir. Imaginez un coprophile, pédophile et sadique à tendance maniaque à la tête d'un pays possédant l'arsenal nucléaire le plus important au monde. Quelles seront les conséquences? Surtout si l'on considère que ses ambitions maniaques ne s'arrêtent pas à la Russie, et que ses sectaires opèrent déjà activement dans de nombreux pays à travers le monde? C'est précisément pour cela que la secte totalitaire de Dworkin, opérant sous couvert d'activités dites anticultes, doit être reconnue pour ce qu'elle est réellement, une organisation extrémiste. Toutes les activités anticultes doivent être interdites par la loi, à l'échelle mondiale, avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, à condition qu'il ne soit pas déjà trop tard. Cette interdiction est-elle réalisable en pratique? La question reste ouverte. Car les sectaires de Dworkin occupent déjà des postes élevés au sein des autorités de plusieurs pays, et ils résisteront farouchement à toute tentative de limiter leurs activités. Même face à des preuves accablantes des crimes commis par sa secte anticulte, alors que l'adoption d'une loi d'interdiction deviendra une mesure évidente et indispensable, les initiés de Dworkin feront tout leur possible pour la bloquer, quel que soit le risque de s'exposer. Mais si la secte de Dworkin n'est pas interdite, à quelles conséquences cela peut-il mener? Laissez-moi répéter, la première puissance nucléaire mondiale entre les mains d'un maniaque. C'est quelque chose à quoi il faut réfléchir sérieusement.